Voilà, bonjour à chacune et chacun d'entre vous qui nous rejoignez sur le campus online. Voilà, donc les uns les autres vont arriver au fil du temps. Bien évidemment, on attend quelques instants pour commencer. Pour commencer quoi? Eh bien, cette conférence sur le thème du chef ferment d'unité dans l'équipe. Le chef ferment d'unité dans l'équipe. Voilà, nous sommes le 29 mars 2022, il est 17h03. Et j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Nous allons démarrer cette conférence sur la thématique ou le thème du chef ferment d'unité dans l'équipe. Et donc, eh bien, pour dire que, voilà, je prends une photo d'actualité pour dire que pour moi, cette conférence qui ne va pas traiter, bien sûr, du conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine, mais je regardais comment Volodymyr Zelensky, acteur de la série humoristique Serviteur du peuple, dans lequel il prend les traits d'un professeur qui devient président de la République dans la série et qui, en fait, dans la vraie vie, eh bien, devient également président de la République. Volodymyr Zelensky, icône nationale qui voit sa cote de popularité augmenter tous les jours dans son pays, l'Ukraine, où il incarne les valeurs et les qualités du chef. Le chef ferment d'unité dans l'entreprise. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le fonctionnement. Donc, au cours de cette conférence, bien, je vais vous expliquer, ou tenter de le faire, pourquoi et comment être ferment d'unité dans l'équipe que l'on dirige. Bien sûr, chaque cas est particulier. Mon expérience, c'est que chaque entreprise a ses spécificités. Et vous le comprenez, je ne peux pas traiter ici de votre cas particulier, bien que je sois persuadé qu'il mérite un grand intérêt. J'ai eu l'occasion, en fait, et je me réjouis d'avoir pu échanger avec quelques-uns d'entre vous juste après leur inscription, avant que ne débute cette conférence, et pour évoquer leur situation. Et je sais que parmi vous, certains sont confrontés au thème qui nous réunit aujourd'hui, pour eux-mêmes ou pour leurs collaborateurs, quand eux-mêmes sont dirigeants d'une entreprise et qu'ils ont des collaborateurs managers qui dirigent des équipes. Et je suis véritablement sensible à votre cas. Et du coup, pour évoquer votre cas particulier, si vous êtes concerné par ce thème, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est à prendre rendez-vous pour un échange gracieux. Tout simplement en cliquant sur le lien qui est en haut du chat, ou bien sur prendre rendez-vous, un bouton rouge, cliquez ici au-dessus de la présentation qui défile sous vos yeux. Voilà, si vous avez besoin d'avancer sur ce sujet parce que vous avez ou vous rencontrez actuellement des difficultés, si vous vous sentez bloqué, si vous ne savez pas vraiment par où commencer, par où démarrer, eh bien, je vous invite à cliquer sur ce lien, à prendre rendez-vous, et nous traiterons en tête-à-tête de votre cas personnel à l'issue de cette conférence. Vraiment, franchement, faites-le parce que c'est le plus petit pas que vous puissiez faire aujourd'hui pour avancer sur un sujet qui peut vous tenir à cœur. Voilà, alors pourquoi le chef est-il ferment d'unité dans l'équipe? Le chef, pour ses collaborateurs, c'est celui qui sait, c'est celui qui peut. Il détient l'information, il détient le pouvoir de décision. Le chef, pour ses collaborateurs, c'est celui qui est parvenu à cette fonction de chef. C'est celui qui a réussi. C'est donc le modèle à suivre. Il détient le mode d'emploi. Il faut faire comme lui. Il est ce que j'appelle modélisant. Le chef, pour être un modèle à suivre ou à fuir, mais c'est quelqu'un qui fédère. Alors, soit il fédère avec lui, c'est un leader, il a du charisme, il emporte les foules, il séduit, il donne envie, comme par exemple eh bien, Nelson Mandela, Charles de Gaulle aussi, ou Claude Onesta dans le domaine sportif. Ou bien le chef, il fédère contre lui, parce qu'il est jugé incompétent, antipathique, pervers, lâche. Et là, je ne vous citerai qu'un seul exemple, c'est celui que vous avez probablement rencontré dans votre propre expérience professionnelle. Je n'ai donc pas de nom à vous donner, mais peut-être qu'un petit rappel mental sur votre carrière professionnelle vous fait voir en fait l'anti-chef. La différence entre ces deux types de chefs,
Eh bien, c'est la maîtrise de sa capacité à unir au service du bien commun. Comment? Eh bien, en développant les attitudes clés, les qualités du chef. Alors, je vais vous en décrire quelques-unes ici. Ce ne sera peut-être pas une liste exhaustive, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que pour certains, ces qualités, ces vertus du chef sont innées. Et effectivement, ils incarnent, on dirait qu'ils sont nés pour être chefs. Ils incarnent complètement ces qualités et du coup, ils n'ont rien à faire comme effort particulier pour être dans ce leadership charismatique dont on peut rêver. Alors que pour d'autres personnes, eh bien, ces vertus, ces qualités ne sont pas innées. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que rien n'empêche de les acquérir. Alors bien sûr, ça demande un travail sur soi, car il ne s'agit pas non plus de paraître, mais d'être. Donc il ne s'agit pas, si je reprends justement mon personnage du départ, de faire l'acteur, mais réellement d'être, d'incarner celui qui a ses qualités. Alors il ne s'agit pas d'appliquer des recettes, il ne s'agit pas d'enfiler un habit qu'on met en arrivant au boulot et que l'on quitte le soir en partant. C'est véritablement un état d'esprit, celui de servir. Et c'est un alignement, celui du cœur, celui du corps, celui du cerveau, celui de l'âme. Alors, quelles sont ces qualités? Eh bien, je vous propose un focus sur donc 6 qualités qui me paraissent des atouts en management respectueux des personnes. Et tout d'abord, parmi les qualités qu'un chef doit mettre en œuvre, il y a incontestablement celles, au pluriel, qui sont liées à deux de nos sens. Et il ne vous a pas échappé que nous avons 2 oreilles alors que nous n'avons qu'une seule bouche. Eh bien, ce n'est pas un hasard ni une erreur. Nous avons effectivement tout intérêt à écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Et pour illustrer, cet adage, en fait, dans le cadre de l'entreprise, j'aimerais prendre cet exemple que je connais d'une entreprise à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie, et cela dans le domaine de la charpente en bois à destination des maisons individuelles. Le patron est ce qu'il est convenu d'appeler un serial entrepreneur, un homme qui a fait une école de commerce, qui est très vif d'esprit, positif, volontaire, dynamique, et qui reprend cette entreprise qui fonctionne bien, qui a déjà 30 ans d'existence. Il va l'emmener beaucoup plus loin grâce à une méthodologie commerciale implacable. C'est son métier. Du point de vue du management des personnes, c'est un homme très respectueux des personnes, qui a la volonté de faire participer ses équipes, de les faire grandir, de leur donner toutes les conditions pour s'impliquer dans la réussite de l'entreprise. Il a compris que c'est celui qui fait qui sait, d'autant qu'il ne connaît rien à la charpente quand il reprend l'entreprise. C'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il a appris. Mais voilà, la bonne volonté ne suffit pas pour que les collaborateurs s'impliquent. Ce sont des professionnels qui ont l'habitude d'exécuter ce qu'ils font avec sérieux, mais avec le patron précédent, ils n'ont pas eu l'habitude d'être sollicités, d'être force de proposition, d'apporter une contribution au-delà de leur cœur de métier respectif. Devant cet obstacle où ils n'arrivent pas à fédérer en quelque sorte, à enthousiasmer davantage ses troupes, devant cet obstacle qu'ils n'arrivent pas à surmonter, ce nouveau patron se fait accompagner. Et que lui demande son coach? Eh bien, tout simplement d'observer, d'observer et d'observer. D'observer ce qui se passe dans les interactions qu'il a avec ses collaborateurs. Alors, séance 2, il revient avec ses observations d'interaction dans le quotidien. Et qu'a-t-il découvert? Eh bien, il a découvert 2 choses qu'il pratique sans en avoir véritablement conscience. Au cours des conversations qu'il a avec ses collaborateurs, il observe que certains sont lents à s'exprimer, qu'ils peinent à trouver leurs mots. Vous savez, ces personnes qui laissent les phrases en suspens. Alors, que faites-vous dans ces cas-là? Demande le coach. Je les aide à finir leurs phrases. Donc, vous les interrompez, reprend le coach.
Ah, pas tout à fait, mais en effet, je reprends la parole et je finis la phrase. OK. Bon, première observation. Deuxième observation, eh bien, dans les réunions qu'il organise, qu'il prépare, où il convoque, les réunions qu'il préside, qu'il anime, où il pose des questions et où finalement, devant le silence des collaborateurs, eh bien, il donne finalement aussi les réponses. Ah oui? Et vous dites qu'il ne s'implique pas à la hauteur de vos espérances? Interroge le coach. Alors après ces 2 découvertes et je vous passe, le détail du contenu de la séance de coaching, eh bien, le patron prend 2 résolutions. La première, de ne plus interrompre les interlocuteurs, quitte à laisser le silence s'instaurer. Alors vous qui m'écoutez, en ce moment, essayez de le faire. Si vous êtes également un interrupteur de conversation, vous verrez que ce n'est pas facile de laisser le silence s'instaurer, mais que c'est par contre très intéressant de voir, votre interlocuteur attendre votre réponse et finalement, beh, bien, donner la suite de sa phrase puisque, la réponse, enfin ou la fin de phrase ne vient pas de votre part. Et vous allez voir que ça change complètement la relation. Ça ne change pas simplement le fait que la personne finit sa phrase, ça va changer aussi sa manière de se réaliser à l'intérieur de cette conversation. Et vous allez vous surprendre peut-être qu'il ne va pas finir sa phrase de la même manière que vous l'auriez fini si vous l'aviez interrompu. Deuxième résolution, eh bien pour les réunions, il décide de laisser l'ordre du jour ouvert, pour que les collaborateurs puissent le compléter. Et il décide de pratiquer la réunion déléguée, c'est-à-dire de donner un rôle à chacun au cours de la réunion. Alors au début, ça a surpris, à peu près tout le monde et puis peu à peu, l'ordre du jour s'est enrichi. Ah, peut-être pas la première ni la deuxième fois, mais au bout d'un moment, sollicité pour, enrichir l'ordre du jour, eh bien l'ordre du jour s'est enrichi et les collaborateurs ont pris leur place. Alors comme vous le devinez probablement, la communication, l'implication du personnel, l'état d'esprit ont prodigieusement évolué au sein de l'entreprise. Pour 2 raisons, observer et écouter de la part du dirigeant. L'observation permet de tirer les faits, de laisser de côté les impressions, les interprétations, les hypothèses. Combien de situations deviennent inextricables car les personnes parlent de leurs impressions et ne peuvent pas tomber d'accord puisque les faits sont mis de côté. L'écoute permet bien sûr de savoir ce que pense le collaborateur, ce qu'il sait, mais l'écoute permet bien sûr de savoir s'il adhère, mais encore où sont ses difficultés. Mais bien au-delà de cela, l'écoute apporte du lien, de la qualité dans la relation, de la reconnaissance. Ce que vous dites, ce que vous pensez a du prix pour moi. Ça a de la valeur. Écoute et observation. 2e, couple de qualité, justice et justesse. À partir du même adjectif, juste, notre langue exprime par 2 noms des réalités proches mais différentes. Et juste, ce qui est exact, précis, qui convient, c'est la justesse. Et juste, ce qui est conforme au droit, à l'équité, à la justice. Eh bien, le chef doit être juste et il doit l'être dans les 2 sens du terme. Comme cette balance, symbole de la justice qui doit être à la fois juste et juste, c'est-à-dire, dans la durée, pouvoir établir que si on pèse 2 fois les mêmes choses, on obtient le même résultat, mais également que la balance penche du bon côté. Alors bien sûr, arrêtons là, la métaphore, on ne demandera pas au chef d'être une balance au sens familier, ce qui serait peu respectueux des personnes. Comment mettre en évidence ces qualités dans le domaine professionnel, la justice et la justesse? Eh bien, assez spontanément, nous verrons qu'elles s'expriment particulièrement dans les mesures disciplinaires, car le chef doit poser un acte juste quand c'est nécessaire, et ce, dans les 2 sens du terme juste. C'est juste de le faire, ce serait injuste de ne pas le faire, poser cet acte. Et cet acte lui-même doit être juste, ajusté, proportionné
au mérite ou à la faute, au mérite, puisqu'en fait, une sanction, en fait, peut tout à fait ne pas être disciplinaire, mais une sanction qui sanctionne le mérite d'une personne. Dans une imprimerie du groupe Ouverture, dans les années 2000, il y avait un jeune collaborateur plutôt brillant sur presse numérique, un opérateur. Ce jeune avait par contre une fâcheuse tendance à n'en faire qu'à sa tête et il était difficilement gérable par, le chef d'atelier. Et il était capable du meilleur comme du pire, que ce soit en productivité ou en assiduité. Notamment, le lundi matin était assez difficile pour lui. De guerre lasse, après l'avoir recadré plusieurs fois, eh bien, le responsable de cet atelier a transmis le dossier au directeur d'usine, qui a tenté de nombreuses fois de raisonner le jeune homme. Alors, en général, les engagements étaient pris, mais ils n'étaient pas tenus durablement. Tant et si bien que le directeur avait formé le projet de se séparer du jeune. Il n'avait cependant pas le pouvoir entier de la décision de licenciement et devait en référer au directeur de division pour avoir un accord. Alors, prendre la décision de licencier un jeune pour défaut de fiabilité pose quelques soucis. En effet, on peut tantôt s'enflammer pour de ce qui va bien quand cela va bien, des performances extraordinaires, une bonne volonté, de l'expertise. Et puis, on peut aussi focaliser sur ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Des absences injustifiées sans prévenir, des productions massives rebutées parce que un défaut de contrôle, etc. Le directeur de division a donc voulu avoir des éléments factuels, chiffrés, pondérés, de telle sorte d'évaluer si le jeune était ou non un bouc émissaire. Le directeur s'est donc plié de bonne grâce, mais avec un peu de lassitude tout de même, à l'exercice, pourtant frustrant, de se voir remis en cause sur l'évaluation. Et il l'a fait avec la plus grande, comment dire, abnégation. Il a collecté des informations, opéré des calculs pour évaluer les conséquences de l'inconséquence du jeune. Il a pris le parti de rechercher toute circonstance atténuante pour le jeune, de sorte d'être dans ce principe que vous connaissez peut-être de préférer acquitter un coupable plutôt que de condamner un innocent. Alors ce travail minutieusement élaboré l'a obligé à convoquer le jeune homme une première fois en vue d'un licenciement, puis de le rattraper à la demande de grâce du directeur de division. Puis il l'a convoqué une deuxième fois après d'autres faits, euh, avec tout autant de nécessité de gracier encore le justiciable avant que le couperet ne tombe pour la troisième fois, car le jeune poursuivait son mécanisme de promettre de se corriger jusqu'à en pleurer, de tendre le dos quelques mois, puis de reprendre ses travers. Les discussions ont été très nombreuses, très fréquentes entre le directeur d'usine et le directeur de division pour prendre la juste décision, en faisant l'effort de mettre les émotions et l'affect de côté. La justice demande un discernement qui s'inscrit dans un temps raisonnable, qui dépend bien sûr de chaque cas. La justesse, elle, se mesure à la cohérence des décisions de justice en fonction des situations et des événements qu'on peut leur attacher. Et dans ce registre-là, la jurisprudence n'est pas toujours synonyme d'égalité, car le monde de l'entreprise est un monde clos. La même cause pourra donc ne pas produire les mêmes effets, notamment parce que dans un cas, il peut s'agir d'une erreur et que dans l'autre, ce serait une faute. Justice et justesse. Autre couple de qualités, l'humilité et l'exemplarité. L'humilité est parfois perçue par le chef comme une faiblesse, comme un abaissement, comme s'il y avait un lien étroit entre humilité et humiliation, comme s'il fallait toujours être fort, ne pas donner l'impression de ne pas savoir, être capable de tout décider tout le temps. Je force un peu le trait, mais il y a de ça dans la mentalité du chef volontaire qui veut bien faire, qui veut entraîner ses troupes. Il y a du soi fort, comme on dirait en process communication. Alors je dis attention, l'humilité, ce n'est pas accepter d'être faible ou encore déléguer un maximum de choses par humilité. Non, l'humilité,
c'est reconnaître ses limites, ses erreurs, ses lacunes, ses manquements, tout autant que ses compétences, ses qualités, ses vertus. Peut-être justement pour ne pas en rester aux lacunes, peut-être pour désirer aller plus loin, pour dépasser ses limites connues et reconnues. Je me souviens d'un directeur de site industriel qui voulait bien faire et qui voulait faire le bien. Il avait été rappelé à ses devoirs par un délégué syndical lors d'une réunion de CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Le délégué lui avait dit: «Monsieur, si les machines ne sont pas en sécurité, c'est votre faute. Or, elles ne sont pas en sécurité puisque les dispositifs de sécurité des capots ont été shuntés. Et vous ne faites rien pour cela.» Alors, je peux vous dire qu'après avoir réprimé un élan de colère, le directeur se ravisa de laisser son emportement s'exprimer vivement vis-à-vis du délégué syndical, qui n'était autre d'ailleurs qu'un conducteur de machine, pas toujours respectueux des règles de sécurité. Mais en effet, force était de constater pour lui que les sécurités machines étaient inopérantes. Le délégué syndical avait donc absolument raison d'attirer son attention là-dessus. Mais ni lui, ni ses prédécesseurs n'étaient parvenus à obliger les opérateurs à maintenir les dispositifs en état. Ils avaient tous montré une résistance farouche, prétextant qu'il était impossible de régler la machine dans des temps acceptables si ses sécurités étaient actives. Le directeur d'usine, autant que ses prédécesseurs, avait abdiqué. Et sur le moment, personne ne s'était opposé à cela. Mais là, pour une raison incompréhensible, le délégué syndical en avait fait un motif d'attaque, arguant qu'au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Le directeur a reconnu humblement qu'il était en défaut. Suite à quoi, il a demandé au délégué syndical de l'aider à faire respecter la réglementation, chacun dans sa posture. Le directeur, du fait de son autorité hiérarchique, et le délégué, du fait de son mandat de représentant du personnel, c'est-à-dire de représentant des intérêts du personnel, dont, bien sûr, la sécurité et la santé font partie. Ce fut probablement la première fois où ils unissaient leurs efforts pour le bien commun. Mais le résultat fut au rendez-vous. Les sécurités machines furent mises en état et l'action distincte et convergente du délégué syndical et du directeur d'usine eurent raison des dernières résistances des opérateurs. Résultat des courses, la sécurité put régner davantage sur l'atelier de fabrication et ce, durablement. Et quelque chose d'inouï se produisit peu de temps après d'ailleurs, pour le directeur d'usine. Il fut estomaqué lorsque le délégué syndical fut invité par l'inspecteur du travail à dire les manquements du directeur d'usine sur sa mise en œuvre de la sécurité au travail. Il y a de quoi tendre un peu le dos. En effet, surprise, le délégué syndical a répondu, contre toute attente, que au sujet de la sécurité, je peux vous assurer que monsieur le directeur est exemplaire. Il fait tout ce qu'il faut pour que la sécurité soit respectée. Alors, ce que démontrent ces 3 exemples, c'est que les collaborateurs ont une attente légitime vis-à-vis de leur manager, de leur chef, de leur patron. Des attentes d'ailleurs qui sont très proches, si vous le voulez bien, de celles que beaucoup ont de leurs responsables de politique. Qu'est-ce qu'on attend de son responsable? Eh bien, des qualités humaines. Peut-être bien plus d'ailleurs des qualités humaines que des compétences. N'ai pris que quelques-unes des qualités humaines attendues à l'endroit des chefs, mais je vous assure qu'elles sont essentielles. Elles fédèrent les collaborateurs autour de leur chef. Elles lui assurent la reconnaissance de leur part, puisque la reconnaissance n'est pas simplement due aux collaborateurs de la part du manager, mais elle peut avoir lieu aussi dans le sens inverse. Bien plus encore, elles sont modélisantes pour les collaborateurs,
Je reprends ce que je disais au début de la conférence. Écoute, observation, justesse, justice, exemplarité, humilité. Eh bien, si ce sont des qualités qui sont reconnues chez le chef, il y a toutes les chances pour que les collaborateurs puissent s'en emparer comme des éléments de modèle et ils n'auront de cesse de copier, d'imiter leur chef. Et c'est tout à fait légitime de le copier puisque il est parvenu au poste où il est, donc il montre en quelque sorte la voie pour faire de même. D'ailleurs, quand le chef est un mauvais exemple, c'est malheureusement tout aussi modélisant. À partir des mauvais comportements d'un chef naissent des tensions, du mensonge, de la calomnie, du non-dit, des coups bas. N'avez-vous pas connu un chef qui ne donnait pas envie qu'on le suive, qui fédérait mais contre lui? Que de déperdition d'énergie, quel gâchis de performance envolée, quel turnover de talent. Je vais même vous dire, cela fait le bonheur de la concurrence. Elle serait prête à payer pour cela. Voilà pourquoi la question qui se pose n'est pas de savoir s'il faut mettre en œuvre des qualités humaines, comme même l'humilité, par exemple, qui ne fait pas forcément unanimité. Eh bien non, la vraie question qui se pose, c'est comment mettre en œuvre les qualités humaines de chef? Eh bien, vous le savez, c'est par les comportements que passe la transformation. C'est par l'audace que passe la réussite. Donc, si vous souhaitez mettre en place cela, il faut absolument passer à l'action, c'est-à-dire vous exercer dans votre quotidien à des comportements qui sont ceux que vous connaissez, d'humilité, d'exemplarité, de justesse, de justice, d'écoute, d'observation factuelle. Et maintenant, si vous avez compris que les qualités humaines du chef sont une clé de cohésion, d'unité, d'efficacité, si les exemples qui ont illustré mon propos ont résonné en vous, et si vous souhaitez développer vos propres qualités humaines dans votre situation, eh bien moi je vous invite à réserver votre entretien avec moi en cliquant sur le lien en haut du chat ou bien au niveau de prendre rendez-vous. Cliquez ici pour que nous puissions aborder, et ça m'intéresserait très sincèrement et très véritablement, que nous puissions échanger en toute confidentialité sur le cas qui vous anime, ce qui fait pour vous votre spécificité, de telle sorte que nous puissions vous aider en fait à exercer les qualités du chef, ou pourquoi pas d'ailleurs à les susciter auprès de votre propre encadrement ou de vos collaborateurs. Voilà, il me reste à vous remercier et puis de vous inviter à poser des questions ou faire des remarques dans le chat pour que nous puissions échanger là encore sur ce thème.